À ce jour, les sionistes cherchent à obtenir des condamnations de la part de n'importe qui, pour ce qui est essentiellement un canular. Et tout le monde leur a accordé ces condamnations, alors qu'en réalité, la communauté internationale et toutes ces personnes qui condamnaient des actes présumés de torture à caractère sexuel et de viol systématique présumés avaient historiquement complètement ignoré tous les témoignages de Palestiniens dénonçant et attestant ce type de violence qui leur était infligée. Pouvez-vous parler de cette idée selon laquelle chaque accusation est un aveu et de la façon dont les Palestiniens, surtout le 7 octobre, ont été accusés de viol? À quel point les médias ont répété cela? À quel point ils ont couvert des viols pour lesquels il n'y avait aucune preuve documentaire et à quel point ils ont ignoré des viols qui, eux, ont été documentés? Je veux dire oui, bien sûr. Enfin, il semble que cet État tout entier et sa population soient parfaitement d'accord pour considérer que cette allégation de viol de masse systématique justifie un génocide ultérieur du peuple palestinien. Et pourtant, nos recherches ont documenté au contraire que le viol et la torture, de manière systémique et institutionnalisée, sont en réalité utilisés par Israël contre les Palestiniens. Et donc, bien sûr, le 7 octobre, en l'espace de quelques heures, la première chose que nous avons observée, c'est que ces représentations occidentales des Arabes et des musulmans comme des êtres dangereux, dépravés, des sauvages incapables de contrôler leurs pulsions sexuelles, avaient déchaîné leur violence contre ces femmes israéliennes innocentes qui étaient simplement en train de vivre ou d'aller à une rave. Pardon, d'aller à une rave. Oui, une rave. Rave, I know. Yeah, rave. Et immédiatement, ces constructions racialisées autour des hommes arabes, palestiniens et musulmans ont été relayées dans les médias, prises pour des vérités absolues et blanchies. Et aujourd'hui encore, les sionistes réclament des condamnations à tout le monde et n'importe qui pour un canular, pour ce qui est au fond un canular. Alors qu'en réalité, et tout le monde leur a accordé ces condamnations, la communauté internationale, ainsi que toutes ces personnes qui condamnaient les supposées tortures à caractère sexuel et les supposés viols systématiques, avaient historiquement complètement ignoré tous les témoignages des Palestiniens dénonçant et attestant ce type de violence qui leur était infligée. Et donc, vous savez, ce que nous avons vu immédiatement, c'est qu'une menace sécuritaire a été fabriquée face à un colonisateur, présenté comme moral, comme, vous savez, juste, et comme pacifique, et qui ne se va de rien avec l'État auquel il appartient. Donc, vous savez, ces représentations des hommes musulmans et palestiniens se sont imposées. Et ces logiques ont ensuite, en quelque sorte, consacré comme une théologie. Les Palestiniens seraient simplement des menaces existentielles. Cela afin de justifier une violence extrême, afin de justifier un génocide au nom de la sécurité et de la défense. Et cela faisait partie de ces accusations de viol de masse, formulées avec une intention génocidaire. Nous disons donc, et nous affirmons dans ce rapport, que ces allégations en elles-mêmes ont été instrumentalisées avec une intention génocidaire. Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que ces bénévoles d'une organisation sioniste, cette organisation israélienne ultra-orthodoxe de recherche et de sauvetage, ont été les premiers intervenants sur des scènes qui tout simplement n'existaient pas. Ils ont recueilli des témoignages de femmes israéliennes qui semblaient ne pas exister. Et s'ils existent, alors ils ont été tués ensuite. Et cela a été considéré comme un fait établi. Vous savez, ces organisations médiatiques qui vantent leurs normes journalistiques, qui se réclament de la neutralité, ou peu importe, ont complètement ignoré tous les critères qu'elles doivent vérifier face à ce genre d'accusation visant toute une nation. L'accusation selon laquelle le peuple palestinien
et le Hamas, le parti politique, des membres de ce parti, se seraient livrés à des viols systématiques le 7 octobre. Et ces médias ont, vous savez, blanchi et propagé ce canular comme s'il s'agissait de la vérité absolue. Mais il est également important de souligner que les ONG et les organisations à but non lucratif ont joué un rôle vraiment majeur dans sa propagation. Elles ont complètement ignoré tout type de seuil juridique qu'elles utilisent pourtant habituellement pour vérifier ce genre d'allégations. Vous savez, en quelques mois, ces rapports et ces documents, des dizaines et des dizaines de pages, ont commencé à paraître, publiés par des ONG et par ces organisations, notamment Physicians for Human Rights Israël, qui dans le même temps essaie de mettre fin au génocide à Gaza. Cette organisation a publié un document un mois après, exactement le 7 novembre, intitulé « La violence sexuelle est fondée sur le genre comme arme de guerre ». Et donc, vous savez, on utilisait désormais le cadre de la guerre, qui ne fonctionne absolument pas, comme je l'ai dit, pour ce type de dynamique. Et donc, vous savez, ONU Femmes a immédiatement invité des femmes israéliennes à parler des viols systémiques et de masse qui auraient eu lieu. La dernière chose que je veux mentionner, c'est le désastre absolu d'un article intitulé « Des cris sans mots ». Des cris sans mots racontait cette histoire bouleversante, soi-disant d'une femme israélienne qui aurait été violée puis tuée. Et sa propre famille est intervenue en disant « Nous ne pensons pas qu'elle ait été violée. Oui, nous n'avons pas donné notre accord pour que vous publiiez ça. Ça ne s'est pas réellement passé. » Et vous avez déformé ce que vous faisiez et ce que vous disiez. Oui, oui, exactement. C'est ce qu'ils ont dit du journaliste. Et puis le New York Times publie dans sa rubrique Opinion un article de Nick Christophe sur les violences sexuelles commises contre des Palestiniens. C'est une tribune, pas un article d'information. C'est une tribune, oui. Et bien sûr, vous savez, il est très important de se rappeler que, tout comme l'accusation de génocide, cela a été dit d'innombrables fois par d'innombrables Palestiniens que c'est un génocide et qu'il y a des viols. Et je pense que c'est évidemment important, malgré tout. Enfin, les gens sont très frustrés. Ils disent « Ah, maintenant que Nicolas Christophe le dit, les gens y prêtent attention. » Mais bien sûr, nous savons que nous vivons dans un monde où cela arrive, n'est-ce pas? C'est regrettable, mais cela va évidemment avoir un impact différent. Et de la même manière, je veux dire, il est très difficile de contester une entrée du journal de Ben Gurion. Donc, encore une fois, ce n'est pas que nous ne croyons pas les innombrables femmes et hommes qui déclarent avoir été violés. Et bien sûr, il y en a tellement d'autres qui ne le diront pas, pour des raisons évidentes de stigmatisation. Ce n'est pas que sans l'élément Ben Gurion, nous ne les croirions pas. Il se trouve simplement que c'est une preuve particulièrement accablante pour les gens qui ne sont pas enclins à y croire. Et je veux juste diffuser, vous savez, nous l'avons déjà diffusé plusieurs fois, mais je veux vraiment passer cet extrait absolument dégoûtant de Dana Bash, qui date, je crois, de décembre 2023. Je veux vous interroger sur les violences sexuelles et la violence. C'est assez remarquable que cette question n'ait pas reçu suffisamment d'attention à l'échelle mondiale. Le recours généralisé aux viols, à des viols brutaux, aux violences sexuelles contre des femmes israéliennes par le Hamas. J'ai vu beaucoup de femmes progressistes qui, de manière générale, sont promptes à défendre les droits des femmes et à dénoncer l'utilisation du viol comme arme de guerre. Mais elles restent complètement silencieuses sur ce que nous avons vu le 7 octobre et sur ce qui pourrait arriver en ce moment même à l'intérieur de Gaza à ces otages. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense qu'on parle toujours de l'impact de la guerre, en particulier sur les femmes. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a 20 ans, j'ai lancé une pétition sur la guerre en Irak.
Vous dites qu'ils n'en parlent pas depuis le 7 octobre. Oh, si, absolument. Et j'ai condamné ce que le Hamas a fait. J'ai condamné toutes ces actions. Absolument. Le viol, bien sûr. Mais je pense qu'il faut se rappeler qu'Israël est une démocratie. C'est pour cela qu'il est un allié fort pour nous. Et s'il ne respecte pas le droit international humanitaire, il se place dans une situation qui rend beaucoup plus difficile, stratégiquement, la construction du type d'alliance dont ils ont besoin et le maintien de l'opinion publique de leur côté. Et franchement, sur le plan moral, je pense que nous ne pouvons pas dire qu'un crime de guerre en justifie un autre. C'est pas ce que dit le droit international humanitaire. Sauf votre respect, je vous interrogeais simplement sur les femmes et vous avez ramené ça à Israël. Moi, je vous interroge sur le Hamas. En fait, j'ai déjà répondu à votre question, Dana. J'ai dit que c'était horrible. Et je pense que le viol est horrible. Les agressions sexuelles sont horribles. Je pense que ça se produit dans des situations de guerre. Des organisations terroristes comme le Hamas utilisent évidemment ces actes comme des armes. Mais je pense que nous devons aussi garder à l'esprit les atrocités commises contre les Palestiniens. 15 000 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes, dont les 3/4 sont des femmes et des enfants. Et c'est horrible, mais on ne voit pas de soldats israéliens violer Palestiniens. D'accord. Donc je veux dire, cette phrase-là est presque utile en fait parce que Dana Bash montre en temps réel ce qu'est la propagande d'atrocité. Et je veux que vous réagissiez à ça, mais cette phrase à la fin est vraiment tellement révélatrice. Je veux dire, c'est très révélateur et accablant parce qu'elle dit « et c'est terrible » en parlant des meurtres de civils, mais on ne voit pas de soldats israéliens violer des femmes palestiniennes. Et la raison pour laquelle c'est si puissant, c'est que ça fait exactement ce que fait la propagande d'atrocité. C'est-à-dire, bon, c'est terrible, mais il y a, disons, une caractéristique. C'est comme s'il y avait différents types de personnes. Vous voyez? Les Palestiniens seraient des violeurs, et les Israéliens ne le seraient pas. Donc même s'il est regrettable que tous ces civils soient tués, ça doit en quelque sorte arriver parce qu'on a affaire à des monstres. Oui, enfin, je ne suis pas la carrière journalistique de cette femme, mais j'aimerais beaucoup savoir ce qu'elle a dit après la fuite des vidéos de Sde Teiman. C'est ça, le problème. Littéralement, vous savez, on a vu des soldats israéliens violer des hommes palestiniens. Oui, exactement. Je veux dire, il y a comme plusieurs couches, plusieurs niveaux. D'abord, elle et Jake Tapper sont d'importants porte-voix sionistes. Elle a interviewé Netanyahou avec beaucoup de respect. Elle et Jake Tapper ont tous deux relayé le canular des viols de masse. Jake Tapper a interviewé des personnes qui ont ensuite été discréditées. Et on ne parle pas de femmes qui ont dit avoir été violées. On parle de témoins présumés qui ont ensuite dû admettre qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils avaient prétendu avoir vu ou dont les propos ont été réfutés par d'autres personnes. Oui. Non seulement ils n'ont jamais rectifié les faits, ni reconnu que les choses qu'ils avaient dites ou que les personnes qu'ils avaient invitées dans leur émission avaient dites s'étaient produites, ils n'ont jamais reconnu que ces choses avaient été réfutées. Ils n'ont pas non plus reconnu ce qui s'est passé à Sde Teiman. Et pour moi, c'est comme, je ne sais pas, mes attentes sont tellement basses. Je n'ai jamais pensé qu'ils retireraient leurs mensonges. Mais je me suis dit que peut-être juste pour ne pas avoir l'air des racistes abjects qu'ils sont, peut-être que pour se couvrir et faire semblant d'être des journalistes, ils diraient « et tout ça, c'est aussi mal ». Même s'ils faisaient semblant de dire que les deux camps l'avaient fait, n'est-ce pas? Je pensais peut-être qu'ils diraient « et ça, évidemment, c'est horrible et c'est, vous savez, quelques brebis galeuses ou quelque chose comme ça ». Mais l'impunité avec laquelle ils opèrent
leur a permis de ne même pas le mentionner, de ne même pas faire semblant de s'en préoccuper. Et c'est tout simplement incroyablement rageant. Mais oui, s'il vous plaît, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce sentiment d'impunité et de la manière dont il permet, enfin, je dirais même qu'il permet et renforce ce type d'abus continu? Oui, enfin, ça permet, ça donne du pouvoir, ça incite même en réalité au viol. Ça incite à utiliser le viol contre les Palestiniens, non seulement comme une stratégie légitime, mais aussi comme une stratégie souhaitée à employer contre les prisonniers palestiniens, mais aussi contre les Palestiniens en général. Je pense que vous savez, nous avons assisté à l'une des évolutions journalistiques les plus incroyables, dans le pire sens du terme, ces 3 dernières années. D'abord, en quelques heures, des accusations de viol massifs et systématiques. Et je pense, enfin, je ne sais pas quelle définition il donne de systématique ou de massif. Mais en quelques heures, c'était présenté comme une vérité absolue. Puis, quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, on a révélé que la principale personne qui relayait ces accusations de viol systématique faisait partie de l'armée israélienne. Et puis, quelques heures plus tard, vous savez, on commence à voir des accusations, même de la part de gens qui, vous savez, comme cette femme qu'on interviewait, veulent renvoyer dos à dos les deux camps. C'est toujours oui, j'ai condamné, je me suis plié en 4, j'ai condamné et j'ai condamné. Et malgré ça, on vous attaque encore à la télévision nationale par des porte-paroles sionistes. Même ces gens-là fabriquaient leurs propres accusations. Ils disaient, vous savez que c'est vraiment terrible de voir des gens mettre en doute les allégations de viol de masse du 7 octobre. Avez-vous envisagé que ces femmes aient été tuées après avoir été violées? Avez-vous envisagé qu'elles aient trop peur de témoigner des viols qu'elles ont subis et que ce soit pour ça qu'elles ne passent pas à la télévision nationale? Et pourtant, moins d'1 an plus tard, ils montrent à la télévision ces violeurs qui sortent de prison. Ils les exhibent comme des héros nationaux. Ils ne manifestent pas parce qu'ils y sont opposés. Ils se rassemblent pour soutenir le recours au viol. Ils protestent contre les tentatives visant à les tenir responsables. An optics situation because the video was leaked. But the reality is this guy. Mais la réalité, c'est que ces types, ces hommes, ces soldats qui ont commis ce viol vont très bien. Ils vivent leur vie quand ils ne commettent pas davantage d'actes de torture à caractère sexuel et de viol contre des prisonniers palestiniens. Et ce qu'il y a de malsain, c'est que la seule raison pour laquelle il y a eu, disons, un débat sur le fait de détenir ou d'enquêter sur les violeurs, c'était parce que ça concernait Israël. Le débat n'était pas « est-ce que ces gens devraient être punis pour des raisons morales ?» C'était plutôt « si le monde voit que nous ne poursuivons pas les crimes de guerre, alors la CPI aura compétence. » C'est ça. C'était la seule raison pour laquelle qui que ce soit envisageait cela comme une option viable. Ce n'était pas « oh, parce que le viol, c'est mal ». C'était « on ne peut pas donner à la CPI le prétexte d'avoir compétence ici ». C'est vraiment très troublant d'en parler, mais je pense que c'est important. Et vous en parlez dans votre rapport, l'utilisation de chiens dans les violences sexualisées. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous avez découvert à ce sujet? Oui. Je veux dire, nous avons toute une section consacrée à la torture sexuelle et au viol avec des chiens. Vous savez, c'était l'une des choses les plus difficiles à essayer de comprendre et d'appréhender. Et ça l'est toujours. Parce que nous avons été socialisés à voir les chiens comme des animaux de compagnie. Ce sont des animaux de compagnie. Ce sont des animaux affectueux, les meilleurs amis de l'homme, n'est-ce pas? Les meilleurs amis de l'homme.
Ce sont des êtres qui, vous savez, nous accompagnent dans notre vie quotidienne. Et l'idée que quelqu'un soit à ce point dépravé qu'il entraîne un chien à violer un être humain, je pense que c'est incompréhensible ou moralement inconcevable pour toute personne normale. Vraiment, pour tout être humain normal qui n'est pas dépravé et qui ne prend pas plaisir à la torture et au viol comme passe-temps et comme travail au sein de l'État israélien. Donc, il y avait clairement, vous savez, nous avons documenté ces violences dans le rapport avec plusieurs témoignages. Et nous avons constaté qu'il y avait une intention manifeste d'humilier et de torturer sexuellement des Palestiniens lors des arrestations, avant, vous savez, avant leur transfert en prison, pendant les interrogatoires, mais aussi durant leur détention, en utilisant des chiens. Il y avait donc un caractère systémique dans l'utilisation de chiens pour commettre des violences à caractère sexuel. Mais je pense qu'il est aussi très important de souligner que les chiens sont également utilisés par l'armée israélienne, par les forces israéliennes, pour tuer des Palestiniens. De nombreux récits venant de Gaza font état de Palestiniens attaqués et mutilés par des chiens dressés par Israël, puis laissés sur place. Leurs familles les retrouvaient des semaines ou des mois plus tard, notamment après avoir été autorisées à retourner dans le nord. Elles y retrouvaient les restes décomposés de leurs proches, tués par des chiens dressés par Israël. Et ce que nous constatons, c'est qu'il existe des preuves très anciennes de l'utilisation de chiens comme armes, notamment pour violer des prisonniers. Mais c'est au cours des 3 dernières années que le recours aux chiens a été le plus fréquent. Il existe d'innombrables témoignages et d'autres continuent d'émerger. Il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, de nouveaux témoignages sont apparus, venant de prisonniers et de détenus libérés, en particulier après les échanges de prisonniers qui ont eu lieu ces 3 dernières années. Ils décrivent des prisonniers ayant les yeux bandés, déshabillés de force, puis exposés à des chiens dressés, lâchés sur eux, alors qu'ils avaient les yeux bandés. Ces chiens les violaient, et d'autres prisonniers étaient aussi contraints d'en être témoins. Il y a eu aussi plusieurs témoignages. Celui-ci vient d'un rapport d'Euromed Human Rights. Il y avait également des témoignages dans le rapport du PCHR sur la torture et le génocide, qui a été très largement diffusé. Là encore, il s'agit, vous savez, de prisonniers déshabillés de force, puis contraints de regarder d'autres prisonniers être torturés sexuellement et violés par un chien dressé par des Israéliens. Ils devaient aussi, bien sûr, entendre les autres crier de douleur, en sachant que ce serait leur tour, que le chien serait ensuite lâché sur eux. Il y a un autre témoignage, celui d'un prisonnier, qui expliquait notamment que ce chien savait ce qu'il faisait. Ses actes étaient très délibérés et il était très bien dressé pour le viol. Il dit que le chien l'a fait délibérément, en sachant exactement ce qu'il faisait. Il a introduit son pénis dans mon anus pendant que les soldats continuaient à nous frapper, à nous torturer et à nous asperger le visage de gaz poivre. Il y a d'innombrables autres témoignages, je pense, vous savez, évidemment, extrêmement bouleversants. Mais les écouter, les étudier, les consigner par écrit, les comprendre, ce n'est rien. Je veux dire, le dégoût, la douleur et, vous savez, la confusion, je suppose, parce que c'est si difficile à comprendre que nous ressentons, ce n'est rien comparé au fait de subir cela. Alors, vous savez, j'encourage les gens à lire le rapport, même si, bien sûr, il est extrêmement bouleversant, mais aussi parce qu'il est extrêmement bouleversant. Voilà. Oui, et vous savez, beaucoup de gens disent « Oh mon Dieu, c'est un mensonge énorme. C'est une accusation de crime rituel parce que les chiens ne peuvent pas physiquement faire ça. » Eh bien, ironiquement, il y a des témoignages selon lesquels cela est arrivé à des Juifs pendant l'Holocauste. Il y a au moins un cas documenté.
Donc les gens qui disent ça sont des négationnistes de l'Holocauste. Enfin, ils acceptent très bien d'être négationnistes de l'Holocauste quand il s'agit de cet Holocauste-là, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une femme qui était célèbre sous Pinochet pour avoir utilisé un chien afin de violer des prisonniers. C'est écœurant qu'on doive même en parler, qu'on doive se demander si c'est possible ou non. C'est vraiment écœurant de vivre dans un monde où l'on doit souligner qu'il est possible pour des chiens de violer des êtres humains. Et je pense, vous savez, aux blagues faites par ces humoristes israéliens ou, je ne sais pas, ces créateurs de contenu, peu importe ce qu'ils sont. Il y avait un vrai humoriste de stand-up, un type qui faisait du stand-up. Oui, le fait que ces allégations soient tellement absurdes qu'elles doivent forcément être fausses, je pense que ça montre à quel point le peuple palestinien est déshumanisé par les sionistes. Et pourtant, en même temps, les accusations de viol de masse le 7 octobre, de viol de masse systématique, de viol de masse prémédité, sont censées être crues, sans la moindre question, sans le moindre doute, sans aucune preuve. Et quand il y a des preuves, si elles ne sont pas fiables, si elles sont ensuite réfutées, on est quand même censé les croire. Et je pense que, oui, ça montre clairement à quel point les Palestiniens sont déshumanisés par le sionisme et par les soutiens du sionisme. Et c'est aussi pour ça qu'il est si important d'en parler, bien sûr, de documenter cela, de le partager, de fournir cette analyse qui figure dans ce rapport, afin de rendre les choses, et je crois l'avoir déjà dit lors de ma dernière intervention dans l'émission, aussi difficile que possible pour les sionistes et les Israéliens d'exister dans la société. Nous devons ostraciser, marginaliser et isoler le sionisme en tant qu'idéologie politique, ainsi que les sionistes, de toute forme de société respectable et civilisée qui ne cautionne pas ni ne prend plaisir à la torture sexuelle et au viol comme élément de son héritage culturel. Et c'est, vous savez, l'une de nos tâches en tant que personnes impliquées dans le mouvement, en tant que personnes solidaires des Palestiniens, rendre impossible, tout simplement intenable, le fait que quelqu'un puisse exister fièrement comme sioniste parmi nous, marcher, vous savez, au milieu de nous.